Salut petit farfadet velu. Tu veux de la bonne humeur, des comics, du vintage, être frais? C'est Amazing Geek baby. Tu viens, on te met bien, tu regardes la vidéo et t'es frais. That's it. C'est comme ça que les choses se passent. Peace. Aujourd'hui on parle de... Tarte au citron? Non, du 17ème album des Fantastiques chez Lug, datant du 4ème trimestre 1978 et intitulé fort justement Perdu dans le Cosmos, qui regroupe les épisodes 108 à 111 des Fantastic Four. La couverture est chiadée et annonce la couleur du contenu en un seul mot de cet album d'un fort beau gabarit. Vous êtes prêts les enfants? Oui! Oui capitaine. Oui, capitaine! Voilà, maintenant t'envoies le générique. La première partie de l'album s'intitule Le mystère de Negaman. Ce sont 19 pages tirées du Fantastic Four 108 de mars 1971, réalisé par Stan Lee et indirectement par Jack Kirby, dessiné par John Buscema et ancré par Joe Signott et John Romita Sr. Que du beau monde. Excellent. Cet épisode nous explique qu'un ancien pote de l'université de Reed Richards, appelé Richard Janus, et j'ai bien dit Janus, faisait des expériences sur le pouvoir négatif, ignorant les avertissements de Reed concernant le danger que cela implique. Ah! Au cours de ces expériences, il a accidentellement créé un duplicata négatif de lui-même, mais en méga méchant appelé le Negaman, dont la tronche n'est pas sans rappeler un herpès buccal après une soirée trop arrosée. Je ne sais pas pourquoi le nom de Negaman me fait penser à Ultraman. Est-ce que t'es extrêmement bizarre? Devenu obsédé par l'obtention de plus de Nega Power, Janus est entré dans la zone négative en passant par le laboratoire de Reed dans l'épisode précédent. Et Reed, qui a oublié d'être con, se rend compte que cet abruti de Janus risque d'attirer l'attention des habitants de la zone négative sur notre monde et de provoquer la fin de l'humanité s'ils viennent à trouver le chemin qui donne sur notre monde. L'épisode se termine avec une alarme qui se déclenche avertissant les 4 fantastiques que quelque chose de la zone négative a trouvé un moyen de se diriger vers leur monde. Les 4 fantastiques sont horrifiés d'apprendre que cet ennemi n'est autre que Annihilus. Il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, ce récit reprend une histoire inutilisée dessinée par Jack Kirby qui a été initialement rejetée par Stan Lee qui ne la trouvait pas assez excitante, voire sans le moindre swing comme ma grand-mère la moche. L'histoire était destinée au Fantastic Four numéro 103. Mais lorsque Jack Kirby est allé travailler pour DC Comics, Stan Lee, en coquinou qu'il était, a décidé de publier cette histoire le même mois que le premier numéro de Kirby avec les nouveaux dieux chez DC. Nonobstant, Stan Lee a massivement réécrit l'histoire et il a demandé à Buscema et Romita d'ajouter de nouvelles pages à l'histoire. Et de ce fait, une grande partie de l'histoire originale a été perdue. Ce qui fait que l'aventure est un mélange de planches de Jack Kirby quand il y a des flashbacks et celles de Buscema pour l'histoire présente. Bon, j'avoue que parfois les cases de Kirby sont, comment dire, tenez par exemple, regardez cette case avec Negaman. Kirby lui a fait une tête de Sekpa, vous ne trouvez pas? Tu te crois meilleur que Kirby, FDP? Jack a fait des centaines de BD, et toi? Eh bien moi zéro, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas dessinateur. Après, si tu veux qu'on fasse des comparaisons entre moi et Jack Kirby, eh bien on peut le faire. Zombie versus Kirby. Nombre de fois où je suis allé au cinéma pour voir le retour du roi? 15 fois! Nombre de côtes de bœuf mangées en 2021? 12 fois! Nombre de fois où j'ai dû payer une fille pour qu'elle soit mon amie pour une nuit? 12 fois! Alors vous voyez, ce petit jeu de comparaison, je suis 100 fois plus fort que Kirby. Hein. Plaisanterie mise à part, cette différence dans le dessin n'a pas de quoi défriser un nichon en réalité, ça passe crème visuellement. Puis l'album de Lug nous propose le Fantastic Four 109 d'avril 1971, toujours réalisé par le trio Stan Lee, John Buscema et Joe Signott. Annihilus est sur le point de franchir la barrière entre la zone négative et la Terre, et la seule chose qui se dresse sur son chemin est le Negaman. En regardant depuis le moniteur de contrôle du Baxter Building, Reed dit à ses coéquipiers qu'ils doivent les arrêter avant qu'Annihilus ne découvre où se trouve le portail et ne menace leur monde. Alors que Janus et Annihilus s'affrontent, Reed, Ben et Johnny s'apprêtent à partir en expédition pour mettre marave les deux autres débiles. Et là, boum, on a le droit à une scène qui ferait défriser les nichons des féministes, avec Sue qui demande pourquoi elle ne vient pas avec eux. Reed lui dit qu'il a besoin d'elle sur Terre pour l'avertir des dangers qui pourraient survenir si une matière négative pénétrait dans leur univers. En gros, il demande à la jolie blonde de ne pas se mêler de l'affaire, c'est un truc pour couillus, ceux qui ont un service 3 pièces, et le bénous bien garni. S'équipant d'appareils gyroscopiques qui les ramèneront au portail, Reed, Ben et Johnny entrent dans la zone négative, laissant ainsi Sue derrière eux. Pendant ce temps, Janus s'est fait avoir comme un gros naze et il est à la merci d'Annihilus dont le visage n'est pas sans rappeler celui de la Madame Moche qui vous servait votre assiette à la cantine quand vous étiez jeune. Vous vous en souvenez? Il y avait toujours une Madame Moche. Lorsque Janus, en gros bâtard qu'il est, offre à Annihilus un moyen de détruire toute la race humaine, C'est un sale con!
le seigneur de la zone négative est intrigué, car il cherche à se venger des 4 fantastiques. Ces derniers parviennent à retrouver Janus et Annihilus au moment où les méchants concluent leur accord. Une baston commence entre Annihilus et les 4 fantastiques, et Janus parvient à s'échapper. Alors que Sue regarde la sombre bataille se poursuivre depuis son écran de surveillance, elle reçoit un appel téléphonique d'Agatha Harkness. La vieille femme insiste pour que Sue vienne chercher son fils Franklin tout de suite. Incapable d'expliquer la situation à Harkness, la jolie blondasse commence à se lamenter. Elle devient même hystérique, tiraillée entre son travail de surveillance que lui a confié Reed et ses responsabilités en tant que parent. Une responsabilité non partagée par son mari au passage, qui préfère la vie de super-héros à celui de torcheur de chiards, et comme on le comprend. C'est ma foi un parti pris des auteurs assez intéressant pour décrire les relations conjugales de nos héros en ce début d'année 70. Intentionnel ou non de la part de Stan Lee, cet aspect relationnel au sein du couple est assez original, vous ne trouvez pas? Non. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, en fait? Dans la zone négative, la baston se poursuit contre Annihilus et sa jolie gueule d'empailleur d'animaux morts, tandis que Janus se rapproche de la source de la Néga Énergie. Mais ça ne se passe pas comme prévu et Janus se voit précipité dans la zone d'annihilation en un endroit assez destructeur, il faut bien le dire. Reed fait de son mieux pour atteindre Janus, mais il est trop tard et il regarde avec horreur Janus plonger apparemment au cœur du champ de destruction et être anéanti. Vous avez remarqué que le mot anéanti ne rime pas avec le mot biseauté? Ouais, non mais... on s'en fout. Finalement, Reed se précipite vers la bataille et ordonne à Johnny et Ben de battre en retraite, leur donnant 2 des gyroscopes qui les ramèneront à la maison sans leur dire qu'il a perdu le sien dans la bataille. Reed tient Annihilus à distance pendant que les autres s'enfuient, pleinement disposés à sacrifier sa vie pour sauver la leur. Alors que Johnny et Ben reviennent sur Terre, ils réalisent avec Sue quel était le plan de Reed. Aussi flippant qu'un concert de Louane ou de Christophe Maé, ils regardent avec horreur les débris sur lesquels Reed dérive, se rapprochant de plus en plus du champ de destruction de la zone négative. Ce numéro se concentre sur la zone négative, l'un des concepts visuels les plus forts créés par Stan Lee et Jack Kirby est certainement les plus déroutants. La zone négative est apparue pour la première fois dans le Fantastic Four 51 sous le nom de sous-espace. C'était la version de Lee et Kirby de ce que l'on appelle dans la science-fiction l'hyperespace ou l'espace de distorsion, une autre dimension à travers laquelle un voyage plus rapide que la lumière est possible. Si vous ne comprenez pas ce à quoi je fais allusion, je vous laisse un indice en bas de l'image. Mais alors que la plupart des hyperespaces de science-fiction sont à un grand vide, Lee et Kirby ont rempli leur version de leur propre monde, ainsi que des créatures dangereuses et Freakilus Boob comme Annihilus et Blastar. Cette dimension est vraiment intéressante et c'est dommage que Marvel ne l'ait pas plus utilisée dans les histoires de voyages spatiaux. Et justement poursuivons notre voyage un peu space avec la 3e partie de l'album tiré du Fantastic Four 110 de mai 1971. Reed est piégé dans la zone négative entre la zone d'annihilation et Annihilus lui-même. Craignant qu'Annihilus le suive sur Terre et réalisant que sa vie est à ce moment-là estimée à 2 €, c'est-à-dire moins cher que la vie d'un homme en Chine, n'achetez pas chinois, Reed essaye de l'attirer dans la direction opposée. Alors que le reste des Fantastiques regardent avec horreur leur chef se sacrifier, Ben devient de plus en plus instable et commence à comploter contre Reed dans l'espoir de devenir le nouveau boss de l'équipe. Alors qu'Annihilus rassemble une armée pour attaquer Reed, Agatha Harkness débarque au Baxter Building. Comprenant la gravité de la situation, Agatha accepte de reprendre l'enfant. Et pendant ce temps-là, Ben commence à reprocher à Sue d'être ému par le sort de son mec, lui disant que c'est les risques du métier. Il est clair qu'à ce moment-là, la chose devient de plus en plus abrutie. J'ai bien aimé cette scène où on le voit sans chemise, voire sans pantalon le lombricalaire, en train de fumer un cigare en disant à Sue d'appeler Franklin par son 2e prénom, Ben, alors que tout le monde s'inquiète pour Reed. Regarde le pauvre visage de l'invisible, regarde comme il montre combien elle est morte de l'intérieur. L'expression de son visage est celui de la tristesse incarnée. L'ongle incarné se traduit par l'inflammation de la peau suite à l'enfoncement de l'ongle dans la chair. En réponse, elle le gifle au visage. Irrité, Ben se transforme en la chose et attaque presque Sue lorsque Johnny intervient, forçant Ben à s'enfuir avant qu'une bagarre n'éclate. Sue et Johnny tentent alors un plan désespéré pour sauver la vie de Reed. En utilisant ses pouvoirs de flamme, Johnny enferme l'un des autogyroscopes dans une boule de feu et l'envoie dans la zone négative vers Reed dans l'espoir qu'il puisse l'utiliser pour rentrer chez lui. Ah! Finalement, Ben revient pour les aider. Ils parviennent à lancer la boule de feu dans la zone négative avant d'éviter de justesse d'être replongés dans l'univers de l'antimatière eux-mêmes. Repérant la boule de feu alors qu'elle explose, révélant le dispositif gyroscopique, Reed parvient à échapper aux forces d'Annihilus et à le récupérer. Mr. Fantastic évite les serviteurs d'Annihilus, mais il craint qu'ils ne le suivent à travers le portail. Réalisant que le sort de Reed sent le pâté, Agatha Harkness propose d'aider les 4 Fantastiques. Le groupe regarde avec surprise la vieille dessiner un cercle mystique sur le sol, puis lancer une puissante incantation. Dans cette histoire, il est donc confirmé qu'Agatha Harkness est une sorcière qui pratique la sorcellerie, un fait qui n'avait été évoqué que lors de sa première apparition dans le Fantastic Four numéro 94. De retour dans la zone négative, Reed voit le fruit du sortilège d'Agatha lorsque des milliers d'images miroirs de lui-même semblent perturber Annihilus. Avec son ennemi considérablement distrait, Reed s'enfuit par le portail et retourne sur Terre, faisant échouer les propres projets d'Annihilus de retrouver la porte qui donne sur la Terre, un peu comme les projets de Claude François sont tombés à l'eau. Alors que les 4 Fantastiques sont enfin réunis, Alicia ramène sa fraise, inquiète par tout ce tintamarre. Et soudainement, Ben pète un câble alors qu'elle lui dit qu'elle ne le reconnaît plus dans ses façons d'agir et de parler. Il annonce brutalement qu'il la largue, lui disant que maintenant qu'il peut reprendre sa forme humaine, il peut avoir n'importe quelle femme et qu'il n'a pas besoin d'une aveugle. Il est clair qu'à ce moment-là, Babylone contrôle son zizi. Pourquoi tant de haine? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre où veulent en venir les auteurs.
J'aime bien des réponses précises ou ne me les donnez pas. Bon ok, disons que la dégradation de la personnalité de la chose se poursuit en raison des effets secondaires du remède qui lui permet de contrôler sa transformation. Lorsque Johnny essaie de défendre Alicia, Ben se déchaîne, mais genre tu vois, le gars est à 2 doigts d'en chier une brouette, ce qui doit faire assez mal au passage. Ben quitte les 4 Fantastiques en jurant de se venger d'eux. Tout le monde fait comme si de rien n'était, mais on sent bien qu'il y a une gêne. Enfin, l'album se termine avec un épisode appelé La folie de la chose, tiré du Fantastic Four 111 de juin 1971. Après avoir quitté les 4 Fantastiques, la chose se déchaîne dans les rues de New York. Et il fout un beau bordel. De leur côté, Reed et Sue remercient Agatha Harkness d'avoir sauvé Reed de la zone négative. Lorsqu'elle se prépare à ramener Franklin à Whisper Hill, Sue propose de la rejoindre. Avant de partir, Reed s'excuse auprès d'elle pour les récents problèmes de leur mariage. Ça devient un peu les feux de l'amour. On ne va pas dire que c'est à chier, on va plutôt dire que ce n'est pas à mon goût. Donc je ne voudrais rien dire, mais là encore, le scénario écarte l'invisible de l'histoire. Elle porte bien son nom, la louloute. Reed réfléchit à la façon de résoudre le problème avec la chose, réalisant que son changement de personnalité a été causé par l'expérience qui a récemment permis à Ben de se transformer entre la forme humaine et la forme de la chose. Bravo, Captain Obvious. Lancé à la poursuite de la chose, Johnny l'affronte dans les rues. La baston est âpre et les deux adversaires savent faire parler le cuir. Et tandis que la chose réussit à s'enfuir, Johnny doit faire face à la foule en colère qui lui demande des comptes en réponse aux dommages causés par leur bataille. Alors, je vous le dis car je suis un chic type, si le public est aussi énervé que l'électorat de Brignoles et se retourne contre les 4 Fantastiques dans cette histoire, c'est à cause de l'influence de l'Overmind révélée dans les 4 Fantastiques 113 à 116. De son côté, Reed travaille dur pour essayer de trouver une solution lorsqu'il est soudainement interrompu par Walter Collins, le propriétaire du Baxter Building. Aboyant comme un espagnol breton, Collins est venu dire qu'il expulse les 4 Fantastiques du bâtiment, soulignant la foule massive qui est apparue autour du bâtiment pour protester contre les 4 Fantastiques. Ceci marque la première apparition de Walter Collins, le propriétaire du Baxter Building. Il est d'ailleurs propriétaire depuis que Reed a été contraint de vendre le building dans le Fantastic Four numéro 9. Si tu es satisfait par mon travail de recherche, abonne-toi à gros. Ailleurs dans la ville, la chose qui ne veut pas pointer à la NPE décide de braquer une banque. Je précise pour les plus jeunes qui regardent cette émission, la NPE, c'est comme ça qu'on appelait Webedia à l'époque. Oui, donc la chose braque une banque. Ah oui, il a totalement lâché les élastiques, le gars. Avant qu'il ne puisse terminer sa tâche, il est à nouveau attaqué par la torche. Ben parvient à s'échapper à nouveau. Sur ordre de Reed, Johnny écrit alors un message enflammé dans le ciel appelant à l'aide Bruce Banner. Voyant cet appel, le concerné prend un taxi en direction du Baxter Building. Malheureusement, Banner se transforme en Hulk et le géant de jade sort du taxi et s'annonce à la chose, disant à son plus grand rival que cette fois-ci, il a l'intention de le tuer. Cet album est excellent. Excellent. En tout cas, moi j'ai bien aimé, mais après tout, chacun mes goûts. Franchement, cet album est assez bien pourvu et très esthétique au niveau de la couverture. Est-ce qu'on peut le mettre au four, oui ou non? En fait, c'est surtout la dernière partie de l'album, quand la chose pète un câble, qui m'a le moins amusé. Enfin, c'est personnel, hein. Faut pas non plus dramatiser, l'épisode n'a pas de quoi vous laisser un petit goût acide sur les lèvres, mais il est assez... mais... La partie dans la zone négative avec Annihilus est péchue, et on ne s'ennuie pas un seul instant. Nous avons là un moment incontournable de la saga qui va de rebondissement en rebondissement, même si moi je préfère le rebondissement sur le corps des femmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé des souvenirs. Par contre, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mettez un commentaire, je n'ai pas vu cette vidéo. Quoi qu'il en soit, laisse pause blow pour encourager mon boulot, n'achète pas chinois, c'était Bob Zombie on the Tube, salut les geeks! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Non, Abdel Rafdafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Excellent.